véritable scène invraisemblable, incroyable aujourd'hui en Europe au cours d'un match de football. Des hooligans du club de Liverpool viennent de charger des supporters de la Juventus. Les Italiens se retrouvent acculés dans leurs tribunes. Des supporters essaient de se jeter des tribunes. Ils tomberont 5 mètres plus bas, souvent les jambes brisées. On parle d'une Europe unie, mais quelle Europe? Depuis ce matin, les Anglais se comportent comme ça. Et la police belge, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'avez filmé, j'espère. Vous avez tout filmé et montré qui a commencé. Ces gens ne méritent pas de jouer au football. L'organisation des flics, là aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Et moi, je vous dis un truc, peut-être les Anglais ils ont gagné 11-0. 11 morts à 0 peut-être. On en reparlera. Vous étiez là? J'étais là au-dessus. Là, on peut le voir. Là. Il y a des morts, monsieur. Dégueulasse. Les flics, mais c'est pas possible. Il y a des morts. Voulez-vous que je parle en français ou en anglais ou en italien? Il y a des morts, monsieur. Il y a des morts. C'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Il faut le dire à la télévision suisse. Les flics qui l'ont gardé, mais c'est le con, là. C'est le con. Il y a des soirées que l'on n'oublie jamais. Celle du 29 mai 1985, à l'aube d'une grande soirée européenne, n'y échappe pas. Alors qu'une grande échéance s'annonce entre deux des meilleures équipes du monde, entre la Juventus de Platini, Scirea, Tardelli ou Boniek, et Liverpool de Neil, Jan Rush ou Kenny Dalglish, rarement le football ne passera autant au second plan pendant une finale d'une Coupe d'Europe. Ce soir-là, face à la puissance du monstre hooliganisme, 39 personnes perdirent la vie. Dans ce nouvel épisode de votre série Grand Récit, retour sur la tragédie du Heysel. Bonjour les amis, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'Arena pour un nouvel épisode de notre série Grand Récit. Et aujourd'hui, on va parler tragédie de stade et hooliganisme. Alors, le mois de mai, c'est un mois qui rime avec grands matchs européens. En général, c'est les demi, voire finales de Coupe d'Europe. Ce sont des moments phares dans une année, des moments qu'on attend. Mais c'est aussi un mois de mémoire et de recueillement. Bien sûr, la tragédie du Heysel, dont on va parler dans cette vidéo, mais aussi Furiani, le 5 mai 1992, nous avons rendu hommage récemment à cette terrible tragédie. Le mois de mai en football est donc plein d'enjeux mémoriels, et l'objectif de la vidéo, c'est de revenir sur cette histoire dramatique de la tragédie du Heysel, dont on commémorera le 39e anniversaire dans quelques jours, comprendre ce qui s'est passé, mais aussi les répercussions et les conséquences, à la fois dans le monde du football, mais aussi dans le monde des tribunes et le monde ultra aujourd'hui. Installez-vous bien confortablement, on est parti. Commençons d'abord par un peu de contexte. Le 29 mai 1985, au stade du Heysel à Bruxelles, Liverpool et la Juventus s'affrontent pour la 29e finale de l'histoire de la Coupe des clubs champions alors. À cette période, les clubs anglais sont à un prime assez élevé puisqu'ils ont remporté 7 des 8 dernières finales et parmi ces 7 finales, Liverpool en a glané 4, c'est d'ailleurs le tenant du titre. Au niveau footballistique, Liverpool est donc alors une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe du continent européen. En face, la Juve a déjà une fabuleuse histoire pour elle. Elle a déjà plus de 20 titres en championnat, tenant du titre de la C2 1984, un souvenir que les supporters parisiens des années 80 n'oublieront pas. Une coupe de l'UEFA aussi, ancienne Ligue Europa, mais c'est aussi 2 finales perdues en Coupe des clubs champions, une malédiction qui poursuivra la Vecchia Signora. Bref, 2 titans du foot européen se défient en finale de cette Coupe des clubs champions. Mais il y a un autre contexte qui est en réalité central dans la compréhension de ce match et dans l'avant-match de celui-ci, le hooliganisme. Dans les années 70-80, c'est l'explosion des firmes hooligans anglaises dans les stades de football. Alors, je ne vais pas trop détailler parce que je ferai une vidéo complète la saison prochaine sur l'historique du hooliganisme en Angleterre, la culture hooligan anglaise, mais ces années 80 sont des années de prolifération et d'expansion du phénomène hooligan avec des firmes dans beaucoup de clubs. Et à l'époque, ce sont ces firmes qui sont les plus puissantes d'Europe. Les Chelsea Headhunters, les Millwall Bushwhackers, apparus en 1975, ou l'Intercity Firm de West Ham qui naît à la fin des années 70. Liverpool connaît aussi le développement de ces firmes hooligans. L'année précédente, en 1984, la finale de la Coupe des clubs champions en 84 se tient dans une atmosphère bouillante à Rome entre la Roma et Liverpool. Déjà, à la fin du match, au terme d'une séance de but qui est électrique, Liverpool remporte la compétition et la nuit romaine devient un déchaînement de violence. Les supporters anglais sont pris à partie, menacés et agressés par des fans romains. Cette nuit crée un précédent, une rivalité entre fans italiens et anglais et un désir de revanche de la part des supporters de Liverpool. Ce contexte-là est donc délétère avant la finale de 85 car
Face à la réputation des hooligans anglais et après la nuit de violence de la finale de 1984 l'année précédente, le risque de voir des firmes de tout le pays débarquer en Belgique est réel. Le stade du Heysel, vétuste, n'est pas non plus jugé très propice pour faire face à l'afflux de supporters attendu, plus de 60 000. La finale de Ligue des Champions s'ouvre donc dans un contexte tribune très incertain. Pour comprendre le drame qui va se jouer, il faut regarder la composition des tribunes le soir de cette finale. Les supporters de la Juve, et dont les plus chauds, les ultras du groupe historique Fighters, se situent dans la zone ONM du stade. Les fans de Liverpool, à l'inverse, sont en face dans les secteurs X et Y. Déjà présents au moins 3 heures avant le début du match, les deux virages s'insultent, se répondent, chantent, font l'ambiance, brûlent drapeaux et écharpes adverses. Malgré quelques débordements, la situation reste sous contrôle et la police bruxelloise veille au grain. Le problème va venir du secteur Z et de sa zone tampon entre ce secteur et les secteurs rouges de Liverpool. Ils vont se remplir de beaucoup de Belgeo-italiens, non ultra, mais supporters ou sympathisants de la Juventus Turin, la communauté italienne étant en plus très forte en Belgique. La sécurité près du No Man's Land, donc cette zone destinée à séparer les tribunes en deux, se remplit très vite de beaucoup de supporters de la Juve et laisse une zone très fine, trop fine pour éviter le contact entre les deux secteurs. Malgré une présence policière, le dispositif n'est pas développé comme aujourd'hui dans les années 80, il n'y a qu'un simple grillage que les supporters de Liverpool vont s'empresser d'attaquer. Vers 19h10, des premiers blessés sont à déplorer, jets de bouteilles, projectiles touchent plusieurs supporters italiens qui commencent à vouloir se réfugier sur la pelouse. 10 minutes plus tard, la sécurité faillit et le grillage tombe. 200 hooligans de Liverpool pénètrent dans le secteur Z et chargent. La situation devient catastrophique, le drame débute. On le voit sur ces images, la foule italienne recule. C'est ce qui va provoquer un immense mouvement de foule vers l'arrière de la tribune, mais aussi vers l'avant pour tenter de fuir. Les supporters de la Juve sont acculés, se bousculent, certains étouffent sous le poids du piétinement. Face à la vétusté des infrastructures, des grilles et un pan de mur s'effondrent, causant encore davantage de blessés. La police est débordée, ne sait pas comment agir, les secours aussi. Le bord du terrain est envahi pour soigner ou dégager les blessés urgents. Pour ne rien arranger à la situation, les fans Juventini en face, Fighters en tête, décident de riposter face à ce qu'ils voient. Ils envahissent la pelouse pour tenter d'en découdre avec les hooligans anglais. La police intervient et parvient à maîtriser cet afflux qui laissait planer un affrontement encore plus ample, d'autant plus que les Anglais tentaient de casser le grillage du terrain pour en découdre sur la pelouse. 30 minutes après le drame, le gradin Z vide présente les stigmates d'une tempête. Seul reste des corps inanimés que les secours tentent de sauver. Les images sont d'une effroyable horreur. Le calme revient après 20 heures et afin, je cite, d'éviter de nouvelles échauffourées, les autorités belges et l'UEFA décident de jouer le match. Les deux équipes entrent sur le terrain à 21h40 et la Juventus remportera la finale 1-0 sur un but de Michel Platini, mais l'essentiel est ailleurs. Le bilan est ultra lourd, 39 morts et plus de 600 blessés. Parmi ces 39 morts, 32 sont italiens, mais on compte aussi des Belges, des Français et un Nord-Irlandais. Andrea Casula est la victime la plus jeune de ce drame, âgée de seulement 11 ans. Le drame du Heysel est surnommé le 11 septembre de notre sport. S'il n'a pas le bilan humain le plus élevé dans un stade de football, il est probablement la tragédie hooligan directe, la plus meurtrière du football et devient l'un des drames le plus terrifiants de l'histoire du sport. Les conséquences sont absolument énormes. Pour la Belgique d'abord, qui organisait la tenue du match et la sécurité, des officiers de gendarmerie et un responsable de la Fédération de foot belge sont inculpés pour homicide involontaire. Face aux pressions et à la gravité de la situation, le Royaume-Uni de Thatcher entame une profonde chasse aux hooligans dans le restant des années 80. De nombreux fans sont condamnés à des peines pénales lors du procès du Heysel en 1988, mais aussi directement après le drame. Le secrétaire général de l'UEFA écopera de 3 mois de prison avec sursis à la suite du procès. Les conséquences sportives sont aussi très importantes. Tous les clubs anglais sont exclus 3 ans de Coupe d'Europe, prolongés à 5 ans après de nouveaux heurts anglais lors de l'Euro 1988. Liverpool écope d'une peine de 10 ans d'exclusion des Coupes d'Europe, réduite à 6 ans par la suite. Les normes en sécurité vont aussi drastiquement changer. L'UEFA entame un processus réglementaire pour obliger les tribunes assises en Coupe d'Europe, car nous l'avons vu, les virages n'étaient pas des tribunes assises dans le stade du Heysel. Le renforcement de la sécurité des virages devient ainsi une priorité, notamment la consolidation des zones tampons entre tribunes adverses. Le cheminement pour trouver de nouvelles solutions sécuritaires va poursuivre son cours au fil des années, aboutissant notamment à l'apparition des plexiglas entre les tribunes.
L'enjeu mémorial devient de taille à la suite du drame. Comme le disait Platini, ce soir-là, 39 personnes ne sont pas rentrées chez elles juste parce qu'elles voulaient voir un match de football. Si le nom Stade du Heysel a disparu, le stade étant devenu le stade du Roi Baudouin, la hantise du drame est restée. La plaque devant le stade présente toujours l'horreur du drame, le nom des malheureuses victimes. Des personnalités, hommes politiques ou lambda déposent à chaque 29 mai des fleurs devant les stèles. Les presses italiennes et européennes cultiveront aussi l'horreur du drame, pointant du doigt les hooligans, mais aussi l'alcool comme cause principale du désastre du 29 mai. Des chansons, films et photographies graveront le drame dans la culture populaire. En tribune, le camp le plus concerné, bien évidemment, la Juventus, n'oubliera jamais ces 39 victimes. Depuis des années, le drapeau plus 39 rispetto, en hommage aux 39 victimes, flotte dans la Curva Sud, parfois même sur des tifos. À la 39e minute de chaque match, les tifosi chantent « Siete sempre con noi », vous êtes toujours avec nous, mais aussi « Odio Liverpool », je déteste Liverpool. Comme sur cette banderole le soir du drame, les ultras de la Juventus entonnent toujours le chant « English Animals », la cicatrice ne s'est toujours pas fermée. Si certains rivaux de la Juve, comme des supporters du Toro, le Torino, l'ennemi de toujours, ont pu honorer la mémoire des 39 disparus, ce n'est pas toujours le cas. Les ultra-florentins de la Viola ont souvent fait parler d'eux en mal, salissant la mémoire des 39 victimes avec des stickers -39, des insultes et le fameux chant « J'aime Liverpool » que j'ai à plusieurs reprises entendu quand j'allais voir Fiorentina Juventus au stade. Si j'ai choisi de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour ne pas oublier ce drame édifiant. Nous aimons notre sport, nous aimons la culture ultra, les tribunes, les stades. Ce qui s'est passé ce 29 mai 1985, on le répudie. Jamais on ne veut revoir ces scènes. Et c'est aussi le but de cette vidéo, c'est de ne pas oublier. Il y a un devoir de mémoire à faire sur cette tragédie, un devoir à ne jamais oublier. Enfin, il faut aussi saluer de nombreux supporters de Liverpool et le club qui ont demandé pardon, qui ont composé avec cette douloureuse histoire dans leur glorieuse destinée et qui rendent chaque année hommage aux malheureuses victimes. Ne les oublions jamais. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que malgré le sujet assez triste et difficile, vous aurez appris des choses et que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et puis à vous abonner si vous découvrez l'Arena, à vous abonner si vous voulez en apprendre plus sur le football politique, le football géopolitique, la culture ultra, mais aussi l'Euro 2024, j'en parlerai après. J'en profite pour remercier RTS Archive pour les images d'archives. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Voilà, la vidéo a illustré énormément d'images pour cette vidéo. Belle annonce aussi à vous faire parvenir, j'en parlais avant, retour d'En route pour l'Euro. D'ici quelques jours, on va parler et analyser le groupe A. Notre grande série sur la compétition fait son retour, notre route sur l'Allemagne reprend. Très hâte de vous partager tout ça. Prenez soin de vous, profitez des vôtres et à dans quelques jours pour la suite des aventures. Ciao ciao.